Bonjour et bienvenue dans Demain à la Une et voici les titres de cette édition. Nous commençons au Proche-Orient où la date du 29 avril marque la fin des pourparlers de paix entre Palestiniens et Israéliens. Des négociations qui se terminent sur un échec au moment où l'OLP parvient à une entente avec le Hamas pour former un gouvernement d'union nationale. Nous irons ensuite en Amérique latine avec l'ouverture mardi prochain des discussions entre l'Union européenne et la Havane, 2 mois après que Bruxelles ait décidé de normaliser ses relations avec le régime communiste de l'île après 10 ans de gel. Et nous finirons par la fête du travail et sa célébration en France, c'est le 1er mai. L'occasion de revenir sur les divergences syndicales sur le pacte de responsabilité et les tractations entre Manuel Valls et les syndicats autour de son plan d'économie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. J'ai le plaisir de recevoir cette fois-ci avec moi pour cette première partie. À ma droite, Jamal Boudouma, bonjour, notre rédacteur en chef de la rédaction arabophone de France 24. Et en face de vous, et pour la première fois, notre chroniqueur, Armen Georgian, bonjour. Bonjour. De la rédaction anglophone cette fois-ci, mais parfaitement francophone donc. À vérifier. On va le vérifier dans quelques minutes. Alors, je commence tout d'abord avec vous, Jamal. Effectivement, le mardi 29 avril va marquer la fin, la date butoir de ces pourparlers sous un patronage, on va dire, américain entre Israéliens et Palestiniens, entamé juillet dernier. Mais alors, on n'avance pas trop, les pourparlers piétinent et finalement, on arrive quelque part vers un échec aussi bien d'ailleurs pour les pourparlers que pour les Américains. Un mot peut-être sur ces 9 mois de négociations qui n'aboutissent à rien aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, tout simplement, c'est un échec américain, un nouvel échec américain sur ce dossier très épineux qui traîne depuis des années. Il y a des raisons pour cet échec. Donc on peut trouver au moins 2 raisons. La première raison, c'est que Kerry était en quelque sorte piégé par Netanyahou parce qu'il a concentré toutes les négociations sur un aspect, la revendication de Netanyahou sur la reconnaissance de l'État juif. C'était ça qui a dominé les négociations. Donc il a parié peut-être sur la partie faible en quelque sorte, les Palestiniens, Mahmoud Abbas, mais Mahmoud Abbas n'a pas lâché du lest sur ce dossier. Donc au même moment, on a constaté que la colonisation, par exemple, en Cisjordanie, s'est multipliée en 123% selon les statistiques comparées au 2012. Ça veut dire sur ce dossier, il n'y avait rien. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les États-Unis a joué seul sur le terrain. Donc, il a écarté en quelque sorte le partenaire européen qui aurait pu jouer un rôle intéressant dans ces pourparlers, notamment parce qu'il est plus exigeant par rapport à Israël. Il aurait pu équilibrer les pressions sur les 2 parties. Alors, Armen, justement, aujourd'hui, on arrive à cette date butoir. Parmi les derniers dossiers dont on parle et qui auraient aussi contribué à cet échec, il y a effectivement Benjamin Netanyahou qui refuse de libérer un dernier contingent de prisonniers palestiniens. En face de lui, Mahmoud Abbas réagit, dit qu'il va inscrire l'adhésion de la Palestine à 15 conventions et traités internationaux, qu'il n'est plus lié à cet accord. Alors, quelle est l'importance un peu de ce dossier des prisonniers? Est-ce que c'est pas une excuse quelque part pour dire que finalement ça ne marche pas? Je pense qu'il y a 2 choses dans cette histoire de prisonniers. Déjà, il faut noter que M. Netanyahou a eu pas mal de problèmes avec ses partenaires dans sa coalition par rapport à la libération de ces prisonniers, c'est-à-dire les durs dans sa coalition, les nationalistes ne voulaient pas entendre parler d'autres libérations. Il a dû vraiment leur tordre le bras en quelque sorte. Mais il y a aussi évidemment le fait qu'il voulait sans doute garder un levier sur les Palestiniens en se gardant de libérer ce dernier contingent. En tout cas, on a bien vu que pendant les dernières semaines, ces pourparlers ont vraiment piétiné ils ont buté sur cette histoire de prisonniers, alors que ce n'est pas le vrai sujet, évidemment. C'est toujours la colonisation du point de vue palestinien qui est le plus important. Et on revient toujours à cette marge de manœuvre qu'on a l'impression qu'elle est assez faible dans la coalition israélienne, que M. Netanyahou, finalement, il ne veut pas risquer la chute du gouvernement de nouvelles élections et qu'il essaie de garder les gens comme Naftali
Nathalie Bennett qui sont beaucoup plus durs que lui sur la question de l'État palestinien. Est un peu dur à faire. Ouais. Jamal, en attendant, il y a ces négociations qui pétillent, mais il y en a d'autres qui semblent marcher cette fois-ci. Ce sont plutôt des discussions internes. L'OLP, l'Organisation donc, de la libération de la Palestine, arrive et nous annonce cette semaine d'ailleurs qu'il y a un accord avec le Hamas qui règne un peu en maître seul à Gaza et qu'on va avoir peut-être un gouvernement d'union nationale, qu'on va peut-être avoir de prochaines élections, etc. etc. Mais ce n'est pas la première fois. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on y croit un peu plus cette fois-ci? Oui, ce qui est différent cette fois-ci peut-être, c'est que les deux parties ont besoin de cette réconciliation. D'abord, le Hamas, il est très fragilisé, à savoir par rapport à sa prise de position vis-à-vis de la crise syrienne d'abord. Et de l'Égypte. De l'Égypte ensuite. La crise syrienne, donc les dirigeants ont quitté Damas après ce faux pas, donc c'était une erreur de calcul de leur part. Donc Mahmoud Zahar a essayé de rééquilibrer le tir, donc il a il a ouvert des négociations avec les Iraniens, le Hezbollah et tout ça pour essayer de régler ce problème, donc qui a fragilisé la formation. Et puis, comme vous l'avez dit, l'Égypte, la chute de Mohamed Morsi, voilà, donc ça a fragilisé beaucoup le Hamas. Donc, ils ont besoin de cette réconciliation. De sa part, Abbas aussi, il se trouve contesté chez lui, humilié par les Israéliens, abandonné par les Américains. Donc, il a besoin de cette réconciliation. Ils n'ont pas le choix, en fait. Ni le Fatah, ni le Hamas. Ils n'ont que ce choix pour élaborer voilà, un nouveau processus peut-être de lutte, de négociation. Alors justement, c'est pas la première fois. Oui. Pardon, c'est pas la première fois, comme je le disais. La première fois, c'était déjà le 4 mai 2011. On nous avait aussi annoncé, mais sauf que ils sont arrivés à un accord qui n'a jamais été appliqué finalement. Et entre autres, on avait un peu buté sur la question de la sécurité, sur la question des personnes armées, des forces armées. Alors l'idée, c'est que ça prévoyait de réintégrer des forces du Fatah à Gaza, réintégrer des forces du Hamas en Cisjordanie et en gros, ça n'a pas vraiment très bien marché. Aujourd'hui, c'est un défi, la sécurité, pour que ces deux parties arrivent à se mettre d'accord. Oui, c'est un grand défi, mais il faut souligner qu'il est passé sous silence dans le nouvel accord. On n'a pas parlé sécurité, on a parlé d'un gouvernement dans 5 semaines. C'est un gouvernement d'union nationale avec des technocrates qui vont intégrer ce gouvernement proposé par les deux parties. Effectivement, le problème de sécurité reste le véritable défi parce que c'est compliqué parce qu'il est lié surtout aux branches armées des deux côtés, surtout la branche armée de Hamas, les brigades Azz-Din al-Qassam, qui sont très forts et qui ont leur propre leader. Et donc, aussi le climat de méfiance et de guerre qui s'est installé entre les frères ennemis pendant presque 10 ans depuis que Hamas donc a gagné les élections. Et il avait déclaré du coup du côté de Gaza qu'il devenait quasiment indépendant. Effectivement, la question sécuritaire est un grand défi qui s'annonce pour cette réconciliation. Alors, Armen, je reviens à notre premier sujet, les pourparlers donc, entre les Palestiniens et les Israéliens, et surtout l'impact du coup de cette réconciliation. Alors, d'un côté, on a Benjamin Netanyahou qui dit qu'il faut choisir entre le Hamas ou la paix. Donc, en gros, ça pose réellement problème. Et puis, de l'autre côté, le Hamas qui est farouchement opposé à tout accord signé avec les Israéliens. C'est toujours assez ambigu cette question. Est-ce que le Hamas finalement va signer ou va s'inclure dans l'initiative nationale et est-ce qu'elle va finalement dire qu'elle est d'accord avec les engagements déjà pris par l'OLP. Je viens d'interroger Hanan Ashraoui, donc l'ancienne porte-parole de Yasser Arafat, que nous avons interviewé tout à l'heure, sur cette question. Elle n'a pas vraiment donné une réponse très très claire, mais implicitement, j'ai cru comprendre que oui, le Hamas, même s'ils vont trouver un gymnastique verbal pour dire non, on n'est pas obligé en tant que parti politique de reconnaître Israël, mais implicitement, il faut reconnaître que si jamais les conditions sont réunies pour reprendre les négociations avec Israël, ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour maintenant, que la Hamas éventuellement ne s'y opposerait pas. Donc c'est ça que j'ai cru comprendre entre les lignes, mais évidemment, et on voit les images de Khaled Meshal là sur notre écran. Justement, Madame Ashraoui vient de me dire que c'est important aussi de souligner que lui, il a déjà reconnu de fait
la nécessité de deux États pour deux peuples. Alors, il y a des divergences au sein du Hamas sur cette question. Il y a les Foucans, il y a les colons aussi. Il y a évidemment toute cette problématique, vous l'avez évoqué déjà, entre, disons, l'aile politique qui... on peut voir comme assez pragmatique en fin de compte, et l'aile militaire c'est cette divergence-là qui va poser problème, je pense. Alors, pour finir, un petit mot peut-être sur les États-Unis dans tout ça, parce que c'est quand même le plan du chef de la diplomatie américaine, John Kerry. Obama voulait peut-être finir sur une bonne note, son mandat, et dire qu'il a pu apporter cette paix pour laquelle il a reçu peut-être aussi un prix Nobel au début de sa mandature, sans qu'il puisse vraiment faire grand-chose. Est-ce que ce n'est pas un peu un vrai échec aussi pour les États-Unis? Il m'est difficile de voir ça comme autre chose qu'un échec américain à longue date, parce que, souvenez-vous, d'abord, Barack Obama disait « Nous voulons un accord de paix entre Israël et les Palestiniens ». Ensuite, il a rétropédalé pour dire « Je voudrais un accord de cadre sur un accord de paix ». Et même sur cet accord de cadre-là, il a dû rétropédaler. Donc, ça fait déjà 3 rétropédalages. Effectivement, mais d'autre part, peut-être qu'ils sont un peu fatigués aussi, parce que John Kerry a fait tant de voyages, de kilomètres oui, parcourus. exactement. Ce qui est dommage, c'est qu'il a une grande marge de manœuvre à Obama, puisqu'il ne brigue pas un nouveau mandat. Donc, s'il ne le fait pas là, c'est difficile. Il a aussi le soutien qu'il faut, parce que c'est pas évident non plus en intérieur. Peut-être qu'Obama a maintenant le même alibi que Benjamin Netanyahu à dire que la donne a changé, voilà. Le Hamas est dans le gouvernement, donc pourquoi nous on traiterait avec ce gouvernement-là? Oui. Un petit mot peut-être pour finir, Jamal aussi. Oui, c'est que, comme je viens de dire, c'est-à-dire Obama a une chance, contrairement aux anciens présidents américains, il ne brigue pas un nouveau mandat. C'est l'occasion ou jamais pour arracher quelque chose sur ce dossier qui a beaucoup traîné. À suivre donc à partir du 29 avril. Merci beaucoup Jabal Moudouma d'avoir encore été avec nous. Et merci beaucoup Armen. Merci. Parfaitement francophone, je vous le confirme. À très bientôt j'espère. Je vous retrouve quant à moi juste après le journal d'information, le bulletin d'information pour une deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.